Bonjour à tous. Donc vous êtes sur le plateau des conférences de Végétalis. Merci de votre présence. Donc nous sommes sur la matinée consacrée au changement climatique. Et donc pour parler de ce changement climatique, évidemment, quand on pense au changement climatique, on pense aux risques et à la gestion des risques. Alors, on va parler donc avec Alain Puech, donc administrateur régional Groupama Doc et élu national au sein de Groupama. Donc, bonjour. Bonjour. Et vous êtes aussi président de la commission assurance de la Caisse régionale. De la Caisse régionale, exactement. Et donc, on va parler de la gestion des risques climatiques. En quoi, en fait, les assurances peuvent limiter les risques financiers des aléas, parce que, évidemment, vous n'avez pas le pouvoir de changer le climat. C'est bien un jeu, exactement. Est-ce que vous pouvez nous faire déjà un état des lieux de l'évolution des sinistres sur ces dernières années? Est-ce que la situation se dégrade aussi? Est-ce que vous, en tant qu'assureur, vous avez cette observation? Oui, alors... ça rejoint, je pense, ce que vous ont dit les intervenants de ce matin, c'est-à-dire une dégradation climatique qui a pour but, effectivement, d'augmenter la sinistralité. Alors, on le retrouve bien sur ce schéma-là. Simplement pour que tout le monde comprenne bien, ce schéma-là ne prend pas en compte que les pertes sur récolte. Il prend en compte aussi ce qu'on appelle les dommages aux biens. Et donc... Attendez, il y a un petit... Là, oui, il y a un couac. Donc sur ce schéma-là, en fait, on est repassé là sur les slides de l'intervenant précédent. Mais bon, voilà, continuez quand même vos explications. C'est moi qui fais des fausses manips, non? Oui, donc en fait, on revient, si vous voulez, à ce qui a été dit ce matin, et c'est que j'ai cru entendre quand j'étais là. C'est-à-dire qu'au cours des 40 dernières années, effectivement, on a constaté une dégradation progressive de la situation climatique, on le voit là, avec des coûts qui, malgré tout, si vous voulez, étaient relativement stables, des pics d'événements climatiques forts, mais en contrepartie des périodes beaucoup plus calmes. Donc ce qui fait qu'on avait des moyennes qui étaient à peu près supportables, on le voit au niveau français, 2,7 milliards de coûts de sinistres. Puis à partir des années 2000, début des années 2010, on a constaté une progression. Alors, vous voyez, la progression, elle est dans les deux sens. Elle est autant dans les pics que dans les minima qui montent aussi. Et c'est à partir des années 2020 que là, franchement, on voit une grosse différence. Alors, en fait, si vous voulez, à travers ce schéma, ce qu'il faut en lire et en tirer comme conclusion, c'est qu'il y a deux choses primordiales. La première, c'est une augmentation de la fréquence. Ça, c'est important. Et deuxièmement, une augmentation de l'intensité de ces sinistres. Donc, c'est bien là l'enjeu, si vous voulez. Ça va dans les deux sens, quoi. C'est les ciseaux qui s'écartent. Quelques repères très rapides. Je m'excuse, repères très rapides. Ça a été évoqué ce matin. En 40 ans, le nombre de vagues de chaleur a quadruplé. Et de même, les jours de grande chaleur ont été multipliés par 9. Alors, toujours pareil, quand on part de très bas, on a vite fait de multiplier. Mais au-delà de ça, ce qui est important d'avoir à l'esprit, c'est que 1 degré de température supplémentaire dans l'atmosphère, ça fait 7% d'eau supplémentaire qui sont évaporées. Donc ce qui explique aujourd'hui qu'on peut se voir avec les phénomènes climatiques d'inondation comme on a, puisque l'atmosphère se charge encore plus en eau, et plus on va monter, plus l'atmosphère va se charger en eau, et plus quand il y aura des événements climatiques importants, ça aura de l'impact sur le terrain. D'accord. Alors, sur le slide précédent, voilà, vous avez, on retrouve donc, là on est vraiment à proprement parler pour la Caisse régionale, pour Groupama Doc. Vous voyez ce que j'évoquais avant 2020, où c'est qu'on avait des coûts qui étaient relativement stables de 40 à 50 millions d'euros, puis progressivement ça remonte, avec un pic en 2022, on l'a tous à l'esprit, la sécheresse qui s'est produite. Oui, on en parle déjà beaucoup depuis ce matin de cette année 2022 qui a été quand même un marqueur tout à fait psychologique. Oui. Ouais, tout à fait hors norme. Et alors, vous voyez, ce qu'on retrouve derrière, c'est qu'on redescend sur 2023, mais on ne redescend pas à des niveaux comme on avait avant les années 2020. Donc c'est bien significatif, et on va se retrouver sur une année 2024 qui est au global. Alors, Groupama Doc a été un peu épargné par les épisodes de pluie, mais peut-être un petit peu plus de gel. Alors, on les classe par épisode suivant les années. Donc 2022, sécheresse. Et puis cette année, c'est en fait l'excès d'eau et la grêle qui provoque le maximum de sinistres. Oui. La configuration est différente. D'accord. Alors, en continuant sur le slide suivant,
On a sur la gauche, vous avez la réassurance. Alors en fait, un assureur, c'est très simple. En l'occurrence Groupama, lorsqu'il va voir d'abord ses adhérents, ses sociétaires viennent souscrire des contrats chez lui, ils amènent des capitaux assurés, mais les capitaux sont tellement conséquents que Groupama lui seul ne peut pas assurer. Donc le fonctionnement, c'est que la Caisse régionale en garde une partie, elle en rétrocède une partie également au niveau national, ce qu'on appelle les GMA, et puis le reste est porté à l'extérieur par des réassureurs. Alors les réassureurs, c'est Swiss Re, c'est Munich Re, c'est la SCOR, c'est Hannover Re. Ce pas des noms qu'on connaît beaucoup non. en fait, hein. Ce pas des sociétés qui sont connues. Et ce sont des gens qui sont très discrets. Et donc ces personnes-là, si vous voulez, se retrouvent une fois par an à Monaco. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais c'est à Monaco, comme par hasard. Et en fait, c'est étonnant. Ils rencontrent, si vous voulez, l'ensemble des assureurs. C'est-à-dire Groupama, comme les autres assureurs, vont les voir et leur disent, voilà, j'ai tant de millions d'euros, ou de dizaines, ou de centaines de millions d'euros à placer en risque chez vous. Alors, quelles sont les conditions que vous m'offrez ? Alors, ce qui s'est produit, c'est que suite à 2022 et déjà un petit peu en amont, ayez bien à l'esprit que les réassureurs sont tous sauf des mutualistes. Hein. Eux, ce qui les intéresse, c'est le chiffre en bas à droite. C'est la seule chose qui les intéresse, c'est la progression. Donc, en fait, ils ont eu, là, il faut raisonner au niveau planétaire, une forte dégradation de la sinistralité climatique, ce qui fait qu'ils ont perdu beaucoup d'argent. Donc, ils n'y vont pas par quatre chemins. Ils se sont dit, les gars, on va remettre les choses à leur place. Donc, ils ont plusieurs leviers pour rétablir leur compte. Alors, le premier, c'est de dire, bon, d'abord, on va augmenter les tarifs. Bon, très bien. On n'a pas le choix, c'est comme ça. Deuxième levier, on va vous augmenter le reste à charge. Alors, le reste à charge, en fait, si vous voulez, c'est quelque part, c'est la franchise. C'est-à-dire la part de risque qu'on va vous laisser à vous en tant qu'assureur, plutôt que de la prendre nous, c'est vous qui allez vous la conserver. Et enfin, le troisième levier qu'ils ont, c'est quand on revient sur l'assurance multirisque climatique, ils nous ont expliqué que l'assurance sur le maïs, par exemple, était un risque qui était très très déséquilibré et que donc il fallait qu'on trouve les moyens de le rééquilibrer. Donc il n'y a pas 30 solutions, il y a le tarif. Alors, vous voyez, sur le schéma de droite, ça transparaît très clairement, où c'est qu'en 2022, Groupama a conservé à proprement parler 48% des sinistres sur 100% au total. Le reste est en place à l'extérieur, en réassurance externe. Et depuis 2024, vous le voyez, les chiffres sont inversés avec la caisse régionale. Enfin, Groupama dans son ensemble qui doit conserver 82% et 18% qui sont remis sur les... Donc vous êtes moins protégé, vous, en tant qu'assureur ? On est beaucoup moins protégé et surtout, ça nous coûte beaucoup plus cher. C'est ça la problématique. Donc... on va revenir sur un slide qui vous avez évoqué ce matin. Donc voilà, il est présenté différemment. Mais en fait, plus de degrés dans le climat fait que sur Toulouse, on aura, ou le sud-ouest de façon globale, on aura le climat de Marrakech. Donc en fait, on retrouve ce qu'on expliquait précédemment avec la nécessité d'adaptation. Alors ce ne sont que des prévisions. J'espère surtout qu'elles se réaliseront pas. C'est une tendance. Voilà, c'est une tendance. Mais on l'a vu là par rapport justement aux tendances qui étaient présentées précédemment. Il y a des tendances qui sont vraiment... qui alertent, quoi. Donc ça veut dire qu'en clair, d'ici 2050, 30 ans, on y est très très rapidement. Par rapport à l'agriculture de façon générale, il va falloir s'adapter très rapidement. Se protéger. Oui, tout à fait. Alors, donc, il y a un système en France qui a été mis en place, déjà depuis plusieurs dizaines d'années, qui s'appelle donc l'assurance multirisque climatique, qui a évolué, on va en parler. Comment ça fonctionne ? Aujourd'hui, comment ça fonctionne, cette assurance multirisque climatique ? Alors, la multirisque climatique, il faut savoir qu'elle a été créée de toutes pièces par Groupama. Parce que Groupama étant une organisation professionnelle à proprement parler, s'est emparé du sujet parce qu'il y avait besoin pour les agriculteurs de se retrouver justement, compte tenu de la dégradation du risque climatique, de trouver un moyen de sécuriser le résultat. Ce qu'on appelait au départ l'assurance récolte. Voilà, c'était l'assurance récolte au départ, oui, tout à fait, c'est ça. Et MRC, multirisque climatique, parce que je risque d'employer l'acronyme. Et donc, au départ, ça a été mis en place pour protéger les agriculteurs et ça a dû évoluer au fil du temps. Alors effectivement, comme tous les contrats d'assurance, c'est un contrat qui a une vie et qui s'améliore progressivement. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que c'est un contrat qui est exactement le même que tous les autres contrats d'assurance dans son fonctionnement. Il est basé sur un principe de mutualisation, avec deux points importants.
c'est la géolocalisation, c'est-à-dire que plus vous allez pouvoir étendre votre risque sur un territoire grand, plus vous allez diluer le fait d'être soumis à des intempéries. Si on prenait par exemple, si on assurait que dans le cas extrême, les orages, je ne sais pas si vous l'avez à l'esprit, mais les orages de grêle partent du sud-ouest et traversent toute la France, montent vers l'est. Et donc ce qui fait que si on assurait que les personnes sur ces zones-là, parce que justement c'est eux qui ont le plus de risques, effectivement, on perdrait. Donc l'idéal, c'est de couvrir un maximum. Vous perdriez à chaque fois. À chaque fois, voilà. Alors l'idéal, c'est la répartition géographique et c'est le nombre d'assurés. Mais c'est comme toute assurance, plus il y a de personnes assurées, plus il y a de contrats, plus on arrive à diluer et à faire porter la charge par tout le monde. Donc ça, c'est le premier point. Alors, sur le nouveau contrat multirisque climatique, on retrouve la démarche. Alors, on vous a pris l'exemple des grandes cultures. Donc, grandes cultures, ça veut dire le maïs, avec 3 acteurs qui prennent part. L'éleveur, pardon, l'agriculteur, excusez-moi, l'ancien éleveur parle, l'agriculteur, oui, les éleveurs aussi d'ailleurs sont concernés, mais l'agriculteur qui, on le voit là, va prendre en charge une partie de la cotisation, on appelle ça la franchise en fait, c'est la même franchise qu'on a sur notre véhicule ou sur l'habitation. Plusieurs franchises, 20, 25, on n'est pas rentré dans les détails, mais vous retenez 20 sur le schéma. Ensuite, l'assureur prend le relais derrière, jusqu'à 50%. Simplement vous indiquer que la tranche 20-50% est la tranche dans laquelle se produit la très très grande majorité des sinistres. Donc c'est celle qui est le plus impactée. Et au-delà de 50%, c'est la solidarité nationale. Alors, quand on parle 20%, 50%, c'est de dégâts, de pertes. Oui, hein, ça, de pertes. Faites bien de le préciser, oui, tout à fait, de pertes de récolte en fait. Hein. Oui, on est d'accord. Donc, sur l'autre côté, de l'autre côté, on vous a fait une présentation, une explication avec deux cas de figure. Celui qui est assuré et celui qui ne l'est pas assuré. Donc, d'abord, vous le voyez en entrée, l'État a décidé, pour favoriser le développement de la multirisque climatique, de prendre en charge une partie de la cotisation de cette assurance et donc prend en charge, subventionne à hauteur de 70% la cotisation, ce qui est quand même pas négligeable. Voilà, en fait, il y a eu une réforme il y a 2 ans. Oui, il y a 2 ans. On rentre dans la 3e année. Donc, pour favoriser la mise en place et le développement de cette assurance récolte, ils ont décidé de prendre une part plus importante. Il y avait précédemment 60%, ils ont rajouté 10% de plus. Donc, on le voit sur ce schéma. D'un côté, vous avez l'assuré MRC qui se voit, si vous voulez, en cas de sinistre, en fait, c'est très simple. L'assurance, si on prend par exemple un sinistre à 60% de perte, donc lui, il a ses 20% de franchise. Groupama va couvrir entre 20 et 50%. Et les 10% supplémentaires vont être pris en charge par le Fonds national de solidarité nationale. D'accord. Voilà, donc en fait, et ce sera proportionnel. Pour celui qui n'est pas assuré, mais la partie entre 20 et 50, il n'aura rien, ça c'est clair, puisqu'il n'y a pas d'assurance. Oui. Et au-delà de 50, les 10% qu'il va y avoir pour arriver jusqu'à 60%, il n'aura que 42% de ces 10% en fait. Et savoir que c'est un prorata qui sera dégressif, c'est-à-dire 40% c'est en 2024, 2025 on va tomber à 35%, pour tomber à l'horizon de 2030 à 0. Alors, l'objectif est clairement d'inciter le plus grand nombre à s'assurer avec une multirisque climatique. L'idée, c'est ça. Pour rejoindre ce que je vous disais, quelque part, la dilution du risque, plus on dilue le risque, plus on arrive à équilibrer le risque, et moins, au final, ça peut coûter cher à chaque sociétaire qui a pris un contrat. D'accord. OK. Donc, vous le disiez tout à l'heure, on est en 3e année. Oui. Donc, très clairement, l'objectif de l'État, il était aussi d'inciter un plus grand nombre d'agriculteurs à s'assurer, parce que ce système existe depuis, je sais pas, 20 ans à peu près. Quasiment. Voilà. Et on était à un plafond. Alors, qu'est-ce que vous avez, vous, observé depuis la mise en œuvre ? Alors, sur la première année, on a observé un développement conséquent, puisqu'on augmente de 8% le nombre de contrats. Et on augmente ça, sur Groupama Doc. Sur Groupama Doc, oui. 12% les surfaces. Donc vraiment, il y a eu un déclic. Il y a eu un effet la première année. Oui, il y a eu un effet, MRC, qui vraiment s'est fait sentir. Alors, deuxième année, c'était donc l'année qu'on vient de passer. Malheureusement, on est contraint par les réassureurs, ce que j'évoquais précédemment, donc d'où l'intérêt d'avoir présenté la chose. On est contraint par les réassureurs de rééquilibrer le risque. Donc on a été obligé de passer des augmentations qui étaient relativement conséquentes. Donc effectivement, il y a eu moins de souscriptions que ce que l'on pensait. Alors après, il y a quand même quelque chose qui est intéressant, un point qui est intéressant à regarder, c'est que
pour avoir une cotisation moins chère, il y a une solution qui consiste peut-être à basculer sur un contrat grêle, qui ne prend en charge que la grêle et qui n'est pas subventionné. Mais il y a une cotisation moindre, avec une franchise moindre qui est à la parcelle. On ne va pas rentrer dans des détails techniques, mais il peut y avoir une source d'économie. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a 2 fois plus de contrats grêle d'origine qui ont été transformés en contrats multirisques climatiques que le sens inverse. Donc ça veut dire que, quelque part, les agriculteurs ont aussi conscience que ce contrat, malgré qu'il ait peut-être des imperfections, mais on l'améliore en permanence et qu'il correspond à un besoin. Alors aujourd'hui, on le met, vous l'avez vu avec les semences tout à l'heure, on met des capitaux en terre qui sont quand même assez conséquents. Il y a un travail du sol qui coûte cher. Donc effectivement, il est quand même prudent de prendre en charge ou de se prémunir contre les risques climatiques. Et par contre, vous disiez, au niveau de la prairie, de l'élevage, là, il y a eu des progressions aussi. Oui, alors prairie, ça concerne l'élevage. Et le contrat prairie, si vous voulez, observe la pousse de l'herbe en permanence. Contrairement au contrat multirisque climatique, où c'est que lorsqu'il y a un sinistre, on mandate un expert pour se rendre compte du niveau de sinistralité, faire un rapport et après enclencher les indemnisations. C'est un système différent. Voilà, c'est un système différent. Alors, le prairie, c'est un système paramétrique, c'est-à-dire que l'herbe, en fait, vous pouvez la faire pâturer, vous pouvez l'ensiler, vous pouvez la faucher, vous pouvez l'enrubaner, vous faites ce que vous voulez, il y a plein de possibilités. Ce qui fait qu'il faut avoir une vision de la croissance de l'herbe permanente sur l'année. On ne peut pas se baser que sur une récolte, c'est une croissance permanente, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas d'ailleurs. Donc, c'est fait de façon paramétrique par les satellites. Aujourd'hui, c'est sujet à discussion de la part de certains éleveurs qui considèrent qu'il n'y a pas une bonne corrélation entre ce qu'observent les satellites et ce qu'eux, ils constatent sur leurs exploitations. Alors, il est prévu, logiquement, de mettre en place une centaine de fermes de référence, je crois que c'est l'ordre d'idée, en France, sur tout le territoire, pour vérifier qu'il y a bien la corrélation entre ce qu'observe le satellite et ce qu'on observe concrètement sur le terrain. Mais là, c'est pareil. Après 2023, 2022, les éleveurs se sont dit, oula, les granges sont vides, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc c'est ce qui a été un point de départ aussi et qui nous a vraiment aidé pour le contrat prairie. Et un autre point qui est souvent critiqué aussi, c'est cette fameuse moyenne olympique, donc pour calculer le rendement de référence. Alors, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait une évolution là-dessus ? Alors, simplement, vous rappeler la moyenne olympique oui, pour que tout le monde l'ait à l'esprit. En fait, vous prenez les 5 dernières années, vous enlevez la meilleure et la moins bonne et vous faites la moyenne. Alors, le côté pervers de la moyenne olympique, c'est que quand vous avez des rendements qui ont tendance à diminuer, votre moyenne diminue. Donc ça, effectivement, c'est pour ça qu'elle est fortement critiquée, parce que justement, arrive un moment où les rendements sont bas. Alors, mon champ ou ma parcelle a la possibilité de faire 100, 120, 130 quintaux en maïs, ok, sauf qu'aujourd'hui, par la force des choses et tout le problème climatique que vous avez évoqué tout le long de la matinée, on se rend compte qu'il y a le potentiel, mais on ne les réalise pas. Donc en fait, comment fait-on ? Et effectivement, les maïsiculteurs ou les producteurs de céréales de façon globale se plaignent justement de cette moyenne olympique. Alors, il faut savoir que d'abord, c'est une règle européenne qui a été fixée et l'Europe a dit ok les gars, on vous prend en charge une partie de la cotisation d'assurance. Par contre, on applique cette règle-là. Et là, aujourd'hui, quand on fait le tour en Europe, il faut avoir à l'esprit que la France est le seul pays qui remet en cause le principe de la moyenne olympique. Donc, ce qui fait que, malheureusement, j'ai bien peur qu'on ait du mal à faire évoluer cette règle-là. Oui, ça risque de... voilà. Et là, c'est pas en fait en France que le problème se pose. Non. C'est au niveau européen. Tout à fait. C'est un problème réglementaire et un problème européen. Ouais. D'accord. Oui. Quel est l'objectif ? Quel objectif s'est donné l'État en termes de nombre d'assurés, justement ? Alors, à terme, on le disait précédemment, à terme, l'idée, c'est de doubler les surfaces et le nombre d'assurés. Enfin, principalement les surfaces. C'est plus les surfaces qu'il faut tenir compte. En plus en surface qu'en nombre d'assurés. C'est plus en surface, oui. Donc, l'idée, c'est d'arriver à doubler les surfaces pour justement mutualiser et maintenir des coûts abordables au niveau des cotisations. D'accord. Alors, je suis agriculteur, je viens de connaître un sinistre. Je me pose des questions. Comment je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Bon, alors là, on rejoint ce schéma. En fait, vous avez 2 possibilités. Soit vous n'êtes pas assuré. Dans ce cas-là, vous allez voir votre interlocuteur agréé que vous avez précédemment désigné, qui montera le dossier pour vous, qui vous accompagnera et qui vous permettra de toucher à la proportion de la solidarité nationale.
Et alors, sinon, si vous êtes agriculteur assuré, ben, vous allez voir votre conseiller commercial Groupama, avec qui éventuellement vous pouvez faire votre déclaration si vous le souhaitez. Vous pouvez également prendre contact avec le service sociétaire qui s'occupe et qui gère toute la partie agricole et la partie sinistre culture. Et enfin, le dernier point, pour ceux qui sont un petit peu plus autonomes, on a un service Internet où c'est que vous pouvez faire vous-même votre déclaration Internet et qui nous permet après, quand on a recensé toutes ces déclarations, d'envoyer des experts pour faire des expertises. Alors des fois, il est reproché aussi, voilà, on se parle clairement, des fois, il est reproché aussi peut-être ce qu'on peut appeler un manque de réactivité, dans le sens où, ah, attends, j'ai appelé, j'ai déclaré mon sinistre et je ne vois pas arriver l'expert. Alors, pourquoi ? Parce qu'on sait très bien qu'il y a certaines cultures, dont le maïs, c'est suivant les stades, ce n'est pas généralisé, mais suivant les stades, il y a certaines cultures qui ont des capacités de récupération assez conséquentes. Donc suite à un passage de grêle sur un maïs qui fait 4-6 feuilles, il peut se refaire par la suite, et en fait, il faut attendre un petit peu pour avoir du recul et voir comment il reprend pour faire une expertise la plus juste possible. Donc en fait, voilà comment ça se déroule. Et il y a des dates limites, évidemment. Enfin, j'imagine qu'il y a des dates limites. Hein. Oui, alors il y a des dates limites. Il y a donc des dates limites selon les cultures. Selon les cultures, pour faire ces déclarations d'assolement. Oui. Alors, ce qui est important, c'est de faire la déclaration d'assolement en temps et en heure, et surtout pour les cultures d'été. Pour les cultures d'hiver, c'est un petit peu plus facile, mais pour les cultures d'été, quand vous faites une déclaration d'assolement en fin janvier, vous ne savez pas après comment ça va évoluer. Est-ce que vous allez maintenir les mêmes surfaces de maïs? Est-ce que vous allez faire du soja? Est-ce que vous allez faire du sorgho? Des fois, ça peut varier. Mais l'essentiel étant d'avoir fait une déclaration d'assolement, comme ça, après, on a la possibilité jusqu'à fin mai d'ajuster fonction justement de la situation climatique. Et si on change de culture, ça ne pose pas de problème, il suffit simplement d'ajuster son assolement pour que ça corresponde à ce qui est déclaré à la PAC. D'accord. Alors, en fait, on sent bien, moi, ce dossier des assurances multirisques climatiques, je le suis depuis beaucoup d'années, on va dire. J'ai vu toutes les évolutions et j'ai le sentiment que les agriculteurs gèrent cette assurance récolte avec une certaine différence par rapport aux autres contrats d'assurance, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'objectif de retour sur investissement. Est-ce que vous avez ce sentiment-là ? Est-ce que c'est géré comme une assurance d'un bâtiment ? Enfin, voilà, c'est... Alors pour nous, oui, c'est géré de cette façon-là, mais effectivement, ça c'est ce qu'on ressent. Je suis assez d'accord avec vous. Quand on est sur le terrain, on a le grief en nous disant ouais, mais non, mais je cotise, finalement, j'ai droit à rien. Non, c'est pas tout à fait ça. Il y a des règles d'indemnisation qui sont ce qu'elles sont, et l'idée, c'est que c'est vraiment une assurance coup dur. C'est ce qu'il faut avoir à l'esprit. L'assurance multirisque climatique est une assurance coup dur qui permet de repartir derrière. C'est pas une assurance revenu, parce que si on partait sur une assurance revenu en disant je perds 100, je veux que l'assurance me rembourse 100, on serait à des niveaux de cotisation tout autres. Donc l'idée, c'est simplement de permettre de repartir pour la saison suivante. Voilà, en fait, c'est ça. Peut-être que c'est parce que c'est un montant quand même assez élevé, donc il y a sans doute cette perception un peu différente. Alors, il y a le montant élevé, puis il y a le fait aussi, je pense qu'en trésorerie, on ne rentre pas la culture, ou tout ou partie de la culture, puisque effectivement, si elle est détruite, quelqu'un soit la raison, la trésorerie ne rentre pas. Donc, c'est pour ça aussi que je pense que c'est perçu comme ça. La perception est différente, c'est ça. D'accord. OK. Qu'est-ce qui reste à faire ? Vous n'avez pas d'autres... Non, c'est bon. Non. D'accord. Qu'est-ce qui reste à faire pour que le dispositif soit complet? Est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez que c'est complet, ou est-ce qu'il reste encore des évolutions qui pourraient être pertinentes, on va dire? Alors, il reste un dernier point à finaliser, qui est le pool de réassurance. Alors là, pour parler très clairement... Le pool de réassurance. Alors ça, on a l'impression, on en entend parler depuis tellement longtemps qu'on se dit que ça n'existera jamais. Alors, c'est la question qu'on peut se poser, si ça va exister, mais quelque part, si vous voulez... Alors, de quoi il s'agit déjà? Oui, voilà, de quoi il s'agit? En fait, si vous voulez, il s'agit simplement que tous les assureurs qui possèdent un contrat multirisque climatique, alors qui s'appelle certainement différemment chez les autres, mais qui possèdent ce type de contrat et qui l'offrent à leurs clients, les traitent de la même façon. C'est-à-dire que l'idée, c'est que tous les assureurs vont mettre en commun leurs données par rapport aux résultats techniques obtenus sur l'année écoulée, et à partir de là, faire un tarif qui sera un tarif technique, qui sera le même, ce sera un tarif de base, un tarif socle,
pour tous les agriculteurs qui contracteront un contrat multirisque climatique avec quel assureur que ce soit. Donc ça veut dire que la base sera la même. Ce qui va faire la différence après, ce sont les frais de distribution qui pourront varier suivant le choix que va faire. Harmoniser en fait cette offre de l'assurance récolte. Pour ne pas pénaliser, si vous voulez, les régions qui sont plus soumises à des dégradations climatiques, à voir qu'au niveau des assureurs, tout le monde se retrouve et qu'il y ait une mutualisation quelque part. D'accord. Et pour ça, il faut que les assureurs c'est dans les mains des assureurs cette décision. C'est plus que dans les mains des assureurs, ça va même au-delà parce que les assureurs rentreraient dans la démarche, sauf qu'il y a l'autorité de la concurrence qui fait qu'aujourd'hui, si vous avez une entente sur des tarifs, ça veut dire que quelque part le marché est faussé. Donc voilà, il faut l'agrément l'accord de l'autorité de la concurrence. Ça, c'est un point important. Et il y a quand même un autre point que je voudrais relever. Il faut que vous ayez en esprit. Groupama s'est lancé là-dedans, donc il y a un petit peu plus d'une quinzaine d'années. Dans le pool de réassureurs, aujourd'hui, les grands assureurs, les grands faiseurs du marché ne sont pas présents. Alors moi, ça m'interpelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le contrat multirisque climatique était un contrat qui financièrement était particulièrement intéressant et dégageait beaucoup de résultats, ces gens-là seraient présents parce qu'il y a des parts de marché à prendre et de l'argent à faire. Donc ça veut dire que s'ils ne sont pas là, c'est un marché aujourd'hui qui est déséquilibré, c'est un contrat qui est très déséquilibré, donc ils ne veulent pas prendre le risque, ils ne veulent pas perdre d'argent. Donc je tiens quand même à le dire parce qu'il faut l'avoir à l'esprit aussi. On nous dit Groupama... Oui, parce que depuis la réforme, parce que, bon, on va dire, jusqu'à il y a 2-3 ans, il y avait... Groupama et Crédit Agricole via Pacifica. C'est ça. Depuis 2 ans, il y a quelques petits acteurs qui se sont ajoutés. C'est ça. Mais les grands acteurs de l'assurance n'y sont pas venus. Non, ils ne s'intéressent pas à ce marché-là. Ok. Et la notion de pool d'assureurs pourrait changer les choses ou même pas? Je ne suis pas convaincu, puisqu'a priori, ils n'ont pas décidé d'y rentrer. D'accord, ils ne sont même pas dans les discussions là aujourd'hui. Aujourd'hui, d'après les informations qu'on a, le pool d'assureurs tournerait aux alentours de 5, 6, 7 assureurs. On va dire 6 en moyenne, quelque chose comme ça. On est dans cet ordre d'idée. Et ça, là, il se passe des choses, ça peut se concrétiser bientôt ou dans les discussions? Je vous fais de la... Oui, non, vous avez raison, vous faites du teasing. Alors en fait, on n'est pas sur les mêmes pas de temps. C'est-à-dire qu'effectivement, il y en a qui ont tout intérêt à ce que ça traîne un petit peu. Et nous, on voudrait que ça avance plus rapidement. Effectivement, à Groupama, on aurait souhaité qu'à minima, depuis 2 ans, ce soit déjà en place, en même temps que la nouvelle réforme. J'espère qu'on va y arriver, mais il y a encore un certain nombre d'obstacles à franchir. Mais pour vous, ce serait un intérêt. Oui. Le fait qu'il y ait ce pool, ce serait un intérêt. Il faut qu'on soit... Il ne faut pas qu'il y ait que Groupama qui porte le risque multirisque climatique, parce que ce sont des capitaux vraiment aujourd'hui très très importants qui sont engagés. Et qui risquent de s'accentuer quand on voit les simulations du climat. C'est ça. D'accord. D'où l'intérêt que vous chacun avez un peu intérêt, prenne sa part. Vous êtes demandeur à ce qu'il y ait d'autres acteurs qui rentrent dans le marché. D'accord. Très bien. Et donc ce que vous m'aviez dit, donc ça a été déposé au Trésor public, donc ça avance. Oui, ça avance. Mais on n'en sait pas l'issue. Pour le moment, non. D'accord. Alors, est-ce qu'au-delà de ça, vous êtes un acteur du territoire qui compte parmi les organisations agricoles? Quels moyens vous mettez en œuvre autour de la prévention et autour du soutien au monde agricole, on va dire, plus général? Alors, la prévention sur les grandes cultures, c'est quelque chose de compliqué parce qu'on ne peut pas protéger les cultures contre les aléas climatiques. Oui. Ça, c'est au-delà de nos possibilités. Donc ça c'est le premier point. Par contre, on essaie d'accompagner. Donc l'accompagnement se fait, je pense, au monde de l'élevage. On a évoqué le contrat prairie. C'est qu'on a créé au niveau de la caisse régionale un système de sondes connectées qu'on introduit dans les balles de foin, qui permet de suivre l'évolution de la température. Et donc, si nécessaire, à partir d'un certain seuil, il y a des alertes. Et au-delà, on conseille de dépiler. Donc, suivant les années, suivant les printemps qu'il y a, on se retrouve avec des alertes plus ou moins importantes. 2022, par exemple, on n'a eu que 1 ou 2 alertes, je crois. Les années un petit peu pluvieuses, où c'est que le foin est rentré des fois un petit peu rapidement. Un peu humide. Oui, parce que vous savez, pour moi, le foin a 2 grosses vertus. C'est-à-dire que vous avez l'éleveur qui se dit le matin... il n'est pas sec, ça attendrait bien demain. Et puis il regarde à la météo à midi et il s'aperçoit qu'il va pleuvoir. Donc qu'est-ce qu'il fait? Le statut change de foin, de pas sec, il passe à sec. Mais sauf qu'après, derrière, ça induit des risques de fermentation en fait. et d'incendie dans les hangars. Donc voilà, ça fait partie de ces choses-là. Ensuite, on a un partenariat avec une entreprise qui s'appelle Predict aussi, Predict Service, qui en fait suit en direct l'évolution et le déplacement des grands événements climatiques.
Alors par rapport à des cultures, effectivement, on ne peut rien y faire parce qu'on ne peut pas les déplacer, mais par rapport à du matériel, entre autres, on peut protéger le matériel si des orages de grêle arrivent. Voilà ce qu'on peut faire. Après, l'apport et l'aide qu'on amène au milieu agricole, c'est aussi, on a des partenariats avec des chaires, je pense à Beauvais, à l'école de Beauvais. C'est que justement, ce que vous avez certainement évoqué ce matin, par rapport à la résilience vis-à-vis du travail des sols, vis-à-vis des plantes avec l'évolution des plantes, etc. Donc on participe par ce biais-là, si vous voulez, à la recherche sur l'innovation. Vous participez au financement de travaux de recherche sur la résilience dans le milieu de l'agriculture. C'est ça. D'accord, très bien. Voilà. Et puis le dernier point, pardon. Il y a un travail qui est fait en amont, qui effectivement que vous ne pouvez pas percevoir. Mais vous savez qu'il y a une nouvelle règle qui a été demandée, c'est la règle de fournir un justificatif de rendement. Alors ça, ce n'est pas nous qui l'avons imposé, ça c'est pareil, c'est réglementaire, mais on est obligé de s'y plier. Donc c'est vrai que c'est une contrainte pour les agriculteurs, parce qu'il faut demander à un comptable de le faire, ou à quelqu'un, ou un organisme de stockage, mais qui ont déjà suffisamment de travail et qui donc traînent un peu les pieds pour faire passer ces justificatifs. Et ce justificatif de rendement, il est pour qui ? Il est pour qui et pourquoi ? Mais il est justement dans le cadre d'un contrôle. Alors d'abord aujourd'hui dans le cadre de la déclaration, et demain dans le cadre d'un contrôle. Mais on a gagné, si vous voulez, par le travail qu'on fait, le travail de fond qu'on fait, on a réussi, si vous voulez, pour les éleveurs, il y avait la problématique de l'autoconsommation, c'est-à-dire les producteurs de céréales qui autoconsomment la céréale qu'ils produisent. Comment on va faire pour fournir un justificatif ? Pour prouver qu'on a fait tel rendement, alors qu'il y a une partie qu'on a autoconsommé, donc qui n'est pas récolté, donc on n'a pas le bon de livraison. Voilà. Alors là, c'est pareil, Groupama a fait un travail de fond, et donc aujourd'hui, le CODAR, alors le CODAR, c'est le comité qui gère en fait toute la multirisque climatique. Le CODAR a accepté qu'il y ait une déclaration sur l'honneur qui soit faite en disant, ben voilà, moi je fais cette année tant de rendement, tant de rendement. Donc en fait, ça a vraiment simplifié les choses. Alors on œuvre pour essayer d'améliorer et de simplifier les choses. Ça prend du temps et de l'énergie, mais on y est pour essayer justement de simplifier et de faire en sorte d'attirer davantage de monde. Très bien, écoutez, merci, c'était très clair, on y voit plus clair. Je propose, s'il y a des questions là aussi, de passer parmi vous pour proposer un micro. Non, pas de questions. Alors, il n'y a pas forcément des questions instantanées, mais si vous en avez passé sur le stand Groupama, on sera là pour répondre à vos questions, ou si elles vous viennent après, surtout n'hésitez pas. Oui, c'est ça. Donc à chaque fois, on le dit, toutes les personnes... Ah, monsieur a une question. Alors attendez, juste un petit instant, on vous amène un micro pour que ce soit enregistré, et vous commencez par vous présenter, s'il vous plaît. Oui, Guy Sempé, agriculteur du côté de l'Embeil. Donc une question, c'est-à-dire que là aujourd'hui, l'obligation de payer au mois d'octobre ne correspond absolument pas à nos capacités dans notre zone où l'essentiel des cultures c'est du maïs, et pose de gros problèmes pour les agriculteurs d'être à jour de paiement. Donc est-ce qu'il y a quelque chose d'envisagé par rapport à ça ? Oui, merci. Question tout à fait pertinente. On est assez étonné aussi parce que compte tenu de la situation de la trésorerie sur l'exploitation, on pensait que cette année, la cotisation est payable fin octobre. Donc on pensait que ça allait être compliqué, que les agriculteurs allaient avoir du mal à reprendre leur cotisation. Et en fait, non. On se retrouve, on a eu les chiffres dernièrement, avec un taux d'impayé qui est la moitié, pour être clair, de ce qu'il était l'an dernier. Donc très très bas. Donc ça, quelque part, c'est déjà, ça reflète le besoin et la nécessité de cette assurance. Mais au-delà de ça, pour répondre à votre question, effectivement, Groupama est un assureur, donc c'était difficile pour nous de proposer l'avance trésorerie, surtout que, compte tenu des demandes, il peut y avoir des capitaux importants. Donc nous avons aujourd'hui un partenaire qui s'appelle France Finance, et je vous annonce que déjà à partir de la saison prochaine, vous aurez la possibilité, sur demande, de vous faire avancer la trésorerie, c'est-à-dire que payer fin octobre, il faut arriver un petit peu avant, mais date butoir fin octobre, encaissement de la subvention au mois de mars, avril, suivant les années, mais dans cette période-là. Donc sur les 5-6 mois, vous aurez la possibilité de vous faire avancer la trésorerie, ce qui fait que vous serez beaucoup plus à l'aise avec ça. D'accord, donc vous avez trouvé une solution pour pouvoir décaler le versement.
C'est ça. Alors, on ne décale pas le versement, on Non, avance la trésosorerie. Oui, Voilà, on notre avance la partenaire, trésorerie, oui, le d'accord. partenaire va avancer la trésorerie, en fait. Faut pas pousser non plus. Non, on ne peut pas décaler le paiement. Non, parce que justement, la date butoir fait que si on n'a pas réglé à cette date-là, on n'est plus... On après, est on considéré bénéficie- comme non, comme non assuré. Ouais. comme non assuré, oui, d'accord. Est-ce qu'il y a une autre question? Maintenant que monsieur s'est lancé, on pourrait... Non, pas d'autres questions? Bon, eh ben, écoutez, merci beaucoup, merci de votre attention, merci Avec grand monsieur plaisir. Pêche de tous les détails que vous nous avez donnés. Et puis, bonne continuation. Et n'hésitez pas à aller, évidemment, sur le stand de Groupama qui est présent à Végétalis. Merci. Merci, bonne journée à tous.